Dans cette vidéo, découvrez la récente interview exclusive du président Emmanuel Macron, réalisée aux États-Unis. Il y parle des négociations pour un cessez-le-feu, des garanties de sécurité pour l'Ukraine et des perspectives d'un accord de paix avec la Russie. Un témoignage rare, au cœur des enjeux diplomatiques actuels. Nous sommes honorés de vous avoir ici pour échanger avec nous. Monsieur le Président, parlez-moi de votre rencontre aujourd'hui à la Maison-Blanche, de ces discussions cruciales. Êtes-vous désormais plus proche d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine? Écoutez, j'espère vraiment et je crois sincèrement que cette réunion à la Maison-Blanche, le 18 août, avec le président Zelensky, le président Trump et plusieurs dirigeants européens présents, a été importante. Nous voulons tous la paix, tous, depuis le premier jour. Et c'est fondamental. Deuxièmement, nous sommes tous très clairs. Nous voulons mettre fin aux tueries le plus vite possible. Vous pouvez appeler cela un cessez-le-feu, une trêve, un armistice, mais nous voulons arrêter ces massacres. Troisièmement, nous sommes tous d'accord sur le fait que nous voulons une paix robuste et durable, ce qui signifie qu'il n'y a pas de paix sans ce que nous appelons des garanties de sécurité. Pourquoi? Parce que nous voulons protéger l'Ukraine du risque d'une nouvelle agression après la paix. Et nous voulons contenir la Russie comme puissance agressive vis-à-vis du reste de l'Europe. Voilà nos objectifs. Et je pense que nous avons progressé. Car nous avons tous convergé, en premier lieu, pour travailler très activement sur ces garanties de sécurité. Donc, dès demain, nous allons agir concrètement. Vous savez, en février dernier, nous avons lancé cette coalition des volontaires. Aujourd'hui, nous comptons 30 pays et nous coprésidons cette coalition avec le Royaume-Uni. Cette coalition travaillera désormais activement avec les États-Unis d'Amérique, ce qui est une excellente nouvelle. L'objectif est d'apporter, le jour où nous aurons un accord de paix, ces garanties de sécurité ensemble. Deuxièmement, nous avons également décidé qu'une rencontre bilatérale entre le président Zelensky et le président Poutine serait organisée. C'est le résultat clair des discussions à l'issue de notre réunion entre le président Trump et le président Poutine. Cette rencontre bilatérale sera suivie d'une réunion trilatérale entre le président Zelensky, le président Trump et le président Poutine. Et j'ai également proposé, en suivi, d'élargir le format à une réunion multilatérale, car les Européens, probablement les Turcs aussi et d'autres encore, doivent être autour de la table, car il ne s'agit pas seulement de la sécurité de l'Ukraine, mais de celle de l'ensemble de l'Europe. Sur tous ces points, nous avons eu une convergence claire. Et pour moi, il était essentiel aujourd'hui, après la rencontre entre le président Trump et le président Poutine en Alaska, d'obtenir cette convergence nette entre l'Europe, l'Ukraine et les États-Unis sur ces résultats clés. J'aimerais approfondir tous ces sujets, mais je dois vous demander, le président Trump a été entendu par un micro alors qu'il vous parlait, et il a dit, je cite, « Je pense qu'il veut conclure un accord », parlant de Poutine. Je pense qu'il veut conclure un accord pour moi. Vous comprenez que, aussi étrange que cela paraisse, cela a été dit. Qu'avez-vous pensé à ce moment-là? Je pense qu'au bout du compte, si nous obtenons un accord qui corresponde à une paix robuste et durable, c'est une excellente nouvelle. Et votre président est effectivement très confiant dans sa capacité à conclure cet accord, ce qui est une bonne chose pour nous tous et peut mettre fin à ces tueries quotidiennes qui sont la responsabilité de l'agresseur russe. Donc, je crois que c'est une très bonne nouvelle. Mon point, et c'est pourquoi nous avons tant travaillé ces derniers mois, et que nous avons besoin de cette convergence, c'est de nous assurer que cet accord ne soit pas défavorable à l'Ukraine et à l'Europe. Nous voulons tous un accord, nous voulons tous la paix, mais nous voulons être sûrs que cette paix, et donc cet accord, permettent aux Ukrainiens de récupérer leur pays et de vivre en paix, qu'ils aient dès le lendemain de cet accord un pouvoir de dissuasion suffisant pour ne plus être attaqués, et que les Européens puissent eux aussi vivre dans la paix et la sécurité. Voilà la nature de la paix, qui sera désormais le cœur de notre travail.
Mais je pense que c'est une excellente nouvelle. Et oui, votre président est très confiant dans sa capacité à obtenir cet accord avec le président Poutine. Et c'est positif. Parlons des enjeux. Vous avez été très ferme. Vous estimez toujours qu'un cessez-le-feu est nécessaire. Président Trump, en route vers l'Alaska, a déclaré qu'il voulait qu'il y ait un accord de cessez-le-feu. Sinon, a-t-il dit, il y aurait de très graves conséquences. Pensez-vous qu'un cessez-le-feu soit encore possible? Je l'espère. Appelons cela, une fois encore, un véritable cessez-le-feu. Mais nous devons arrêter les tueries, d'abord pour des raisons humanitaires. Ensuite, parce que si nous voulons des discussions sincères, raisonnables et globales afin de bâtir la paix, on ne peut pas les organiser au milieu des bombes. Regardez, aujourd'hui nous étions avec le président Zelensky. Le président Trump a appelé le président Poutine à la fin de notre réunion et nous nous sommes revus juste après cet appel. Et entre-temps, l'armée russe a lancé une série de frappes contre des civils en Ukraine. Donc il est impossible pour un président ukrainien et pour des responsables ukrainiens de parler de paix pendant que leur pays est détruit et que leurs civils sont tués. Est-ce que vous, ainsi que les dirigeants européens, avez pressé le président Trump aujourd'hui sur ce point en insistant pour qu'il continue à mettre la pression sur Poutine en faveur d'un cessez-le-feu immédiat? Je vais être très clair là-dessus. Le président Trump a été le premier à proposer un cessez-le-feu en février. En mars, le président Zelensky a accepté un cessez-le-feu inconditionnel à Doha. Celui qui a toujours refusé un cessez-le-feu, c'est le président Poutine. Donc, le président Trump devrait-il imposer des sanctions contre le président Poutine dès maintenant? Le président Trump a été très clair. Après l'Alaska, sa perspective n'est pas seulement d'obtenir un cessez-le-feu, mais un accord de paix, ce qui est beaucoup plus global. Cela pourrait être une bonne nouvelle, mais il est évident qu'un accord de paix ne sera pas rédigé du jour au lendemain. Cela prendra du temps. Probablement quelques jours, quelques semaines. Et pendant cette période, nous avons besoin d'une trêve. Voilà pourquoi je parle de trêve et non de cessez-le-feu, si l'on veut employer des termes différents, mais nous devons stopper les tueries. Donc, nous sommes tous d'accord avec votre président sur la nécessité d'accroître la pression pour arrêter les massacres et lancer un processus menant à un accord de paix complet. C'est notre objectif. Peut-il le faire? Peut-on mettre la pression sur Poutine sans imposer de sanctions? Si, au bout du compte, il n'y a pas de progrès sérieux pendant la rencontre bilatérale, ou s'il y a un refus de la réunion trilatérale, ou si les Russes ne respectent pas cette approche, alors oui, nous devons renforcer les sanctions secondaires et primaires afin d'accroître la pression sur la Russie. Et je dois dire que je suis parfois très choqué de voir que beaucoup présentent cela comme une guerre entre deux camps équivalents. Il y a un agresseur, c'est la Russie. C'est un pays qui a décidé de tuer des gens, de faire souffrir des enfants, et qui refuse de cesser le feu et de faire la paix. Nous ne pouvons pas mettre sur le même plan l'Ukraine et la Russie. Permettez-moi de vous interroger sur la discussion concernant les garanties de sécurité. À quoi avez-vous précisément convenu en ce qui concerne ces garanties? Cela signifie-t-il des troupes européennes? Et cela signifie-t-il des troupes américaines? Je pense que c'est un progrès très important de ces derniers jours. Votre président a exprimé un engagement clair des États-Unis à faire partie des garanties de sécurité. C'est tout à fait nouveau. En février dernier, lorsque j'ai pris l'initiative de réunir plusieurs dirigeants européens avec le président Zelensky à Paris, puis à Londres, nous avons créé cette coalition des volontaires. C'était une réaction à la tentation que nous percevions d'aller vers une paix rapide, mais sans aucune garantie pour l'Ukraine. Et nous savons ce que cela signifie. Cela a été la Géorgie en 2008, mais aussi la Crimée en 2014. Et il est absolument certain que si vous concluez un accord de paix sans garantie de sécurité,
La Russie ne respectera jamais ses engagements. Pour nous, c'est totalement crucial. C'est une composante essentielle de tout accord, pour l'Ukraine et pour les Européens. C'est une question de notre propre sécurité. Donc oui, c'est un progrès majeur que les États-Unis veuillent désormais participer à ces garanties. Nous travaillons avec la coalition des volontaires, coprésidée par le Royaume-Uni et la France. Et nous avons une vision claire du contenu de telles garanties. Le premier pilier, c'est l'armée ukrainienne. La première garantie de sécurité pour l'Ukraine et pour l'Europe, c'est une armée ukrainienne forte, capable de résister à toute nouvelle agression et de créer un effet dissuasif face à une tentative d'agression. Nous avons donc travaillé sur le format de cette armée. En fait, ce que nous voulons, c'est l'absence de limites concernant le nombre de soldats, de munitions, d'équipements, etc. Et il faut savoir qui est prêt à aider les Ukrainiens et sur quoi. Formation, équipement, système Patriot, système de nouvelle génération, avions, etc., afin d'avoir une armée ukrainienne solide. Le deuxième pilier, c'est de garantir sur terre, en mer et dans les airs un soutien de la part de tous les partenaires clés de la coalition des volontaires pour venir appuyer les forces ukrainiennes, pas pour se substituer à elles, et notre priorité absolue n'est pas d'avoir des soldats étrangers au sol, mais d'assurer des opérations régulières qui soient une forme de garantie ou un signal stratégique indiquant que ce n'est pas seulement une feuille de papier. Le jour où ils sont attaqués, nous serons là. Car cette feuille de papier, nous l'avons déjà eue dans le passé. Cela s'appelait l'accord de Budapest, et cela n'a pas fonctionné. Nous voulons donc créer un signal stratégique clair de notre soutien à l'armée ukrainienne. Certains pays clés de la coalition s'y sont déjà engagés. Le Royaume-Uni, la France, la Turquie, par exemple, qui a un rôle majeur en mer, et plusieurs autres. À partir de demain, nous allons travailler avec les États-Unis et l'ensemble des membres de la coalition. Ces 30 pays, du Canada au Japon, de l'Australie à beaucoup d'Européens, pour définir précisément qui est prêt à faire quoi. Cette première phase est très importante et doit être finalisée avant la réunion trilatérale, car ces garanties de sécurité sont celles qui permettront à l'Ukraine de négocier. Je dois conclure, mais laissez-moi vous poser deux questions rapides. Vous avez dit que la Russie est l'agresseur. Or, le président Trump a évoqué la possibilité d'échanges territoriaux. Selon certains rapports, le président Poutine voudrait conserver tous les territoires qu'il occupe illégalement, et même davantage, toute la région du Donbass. Est-ce une impasse? Et la seule solution pour l'Ukraine serait-elle de céder une partie de son territoire à la Russie? Je ne vois aucun échange territorial dans les propositions russes, sauf en comparaison avec ce qu'ils voulaient au départ. Mais soyons clairs sur les territoires, ils en ont conquis beaucoup lors de la première phase de la guerre, entre février et l'été 2022. Mais parce que l'armée ukrainienne et le peuple ukrainien se sont organisés de manière impressionnante et parce que nous avons mis en place un soutien sans précédent, ils ont réussi à les repousser à la fin du second semestre 2022. Et si vous regardez la situation entre novembre 2022 et aujourd'hui, après plus de 1000 jours de guerre, l'armée russe a conquis moins de 1% du territoire ukrainien. Je veux que tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent sachent que les Russes ne s'en sortent pas bien là-bas. Il y a 3 ans et demi, ils ont lancé une opération spéciale qui devait durer 3 semaines. Et en plus de 1000 jours, ils ont pris moins de 1% du territoire ukrainien. Donc ceux qui disent « les Ukrainiens ont perdu »,
Ils vont perdre, c'est une fake news totale. Maintenant, s'agissant du territoire, c'est au président ukrainien et au peuple ukrainien d'en discuter. Ce n'est pas mon rôle. Et il est absolument inacceptable que les dirigeants étrangers en discutent à leur place. Votre président a été très clair aussi sur ce point. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de souveraineté. Et troisièmement, le jour où l'on commence à accepter la reconnaissance de territoires conquis par la force, c'est tout simplement la fin de l'ordre international. Comment voulez-vous que nous restions crédibles ailleurs, en Europe, en Afrique? Comment voulez-vous que nous continuions à débattre de Taïwan? Croyez-vous vraiment que si l'on reconnaît le Donbass, la Crimée, ou je ne sais quel autre territoire, simplement parce qu'il s'agit d'une puissance nucléaire, tout va bien? Il n'y aurait alors plus d'ordre international. Ce n'est pas conforme à la Charte des Nations Unies. Et le lendemain, notre crédibilité collective, États-Unis, Européens, membres permanents du Conseil de sécurité, serait réduite à zéro face aux autres qui pensent que nous sommes censés garantir cet ordre international en dernier ressort. Je dois conclure, mais toute dernière question en quelques secondes. Nous allons assister à cette rencontre entre le président Poutine et le président Zelensky. Quel est votre niveau d'optimisme à cet instant quant à la possibilité de débloquer la situation? Écoutez, d'abord, l'optimisme de votre président doit être pris au sérieux. S'il considère qu'il peut conclure un accord, c'est une excellente nouvelle. Et nous devons tout faire pour obtenir un bon accord. Mais un bon accord, c'est un accord avec des garanties de sécurité et une paix robuste. Pour ma part, en regardant la situation et les faits, je ne vois pas le président Poutine réellement disposé à la paix pour l'instant. Peut-être suis-je trop pessimiste, mais je pense qu'il est très important de lancer ce processus. Je pense qu'il est crucial de bâtir ces garanties de sécurité. C'est un véritable changement stratégique pour l'Ukraine et pour la sécurité européenne. Et je crois qu'il faut enclencher ce processus de réunion bilatérale, puis trilatérale, puis multilatérale. Mais je pense qu'à un moment donné, probablement, il faudra accroître la pression sur la Russie pour être sûr qu'elle veuille réellement la paix. Car tant que le président Poutine et son entourage penseront qu'ils peuvent gagner cette guerre et obtenir un meilleur résultat par la force, ils ne négocieront pas. C'est mon sentiment et ma conviction. Il est donc important de rester unis. C'est le message clé de la réunion d'aujourd'hui. Être lucide sur la situation, engagé. Et nous le sommes. Je ferai tout mon possible, et la France fera tout son possible pour obtenir un résultat positif des rencontres bilatérales et trilatérales et pour délivrer des résultats concrets selon ces lignes. Mais nous sommes également prêts à renforcer sanctions et tarifs afin d'accroître la pression. Et je pense que, en cas d'échec de ce processus, il sera très important que votre président prenne aussi le relais pour intensifier la pression. Président Macron, merci infiniment de votre temps ce soir. Merci à vous. C'est un plaisir. Et merci beaucoup. C'est une question importante. Et si je peux ajouter un mot, ce qui se passe en Ukraine est évidemment crucial pour le peuple ukrainien, mais aussi pour la sécurité de toute l'Europe. Parce qu'il s'agit de contenir une puissance nucléaire qui a décidé de ne plus respecter les frontières internationales. Et je pense que c'est aussi essentiel pour votre pays, car c'est une question de crédibilité. La manière dont nous agirons en Ukraine sera un test pour notre crédibilité collective dans le reste du monde. Voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui. Président Macron, j'ai encore beaucoup de questions, mais je vais m'arrêter là, car je souhaite respecter votre temps. Merci. Voilà l'intégralité de l'interview du président Macron sur la situation en Ukraine et les perspectives de paix. Que pensez-vous de ces discussions et des garanties de sécurité évoquées? Dites-le nous en commentaire.
Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines traductions et analyses.